Heureuse de vous retrouver une fois encore pour votre émission, notre émission de la mi-journée qui dure 52 minutes. Bienvenue à tous. On embarque pour de nouvelles destinations, pour de nouvelles innovations. On y va. Rebecca, bonjour. Bonjour Mylène Fanou, bonjour Bruno Soili, bonjour aux téléspectateurs, ravis de vous retrouver encore cette semaine. Bruno, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Rebecca Kenyaonde, je salue les téléspectateurs. Tu n'as pas remarqué qu'elle a un visage dégagé, une allure... Oui, les lunettes, le rouge à lèvres, ou c'est du rose à lèvres. Les fards roses, oui. Choisi exprès, voilà, bien sûr. Tout est choisi exprès. Et pour tout boucler, du noir, c'est parfait. Donc voilà, de quoi passer un bon jeudi. J'espère qu'elle pourra nous communiquer ces zones-là qui l'inspirent aujourd'hui. Voilà, on en a besoin nous aussi. Rebecca? Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Ce serait tout de suite? Oui. Alors, on découvre tout de suite la référence de cette semaine, de ce jeudi, avec notre guide Ariane Da Silva. Tout d'abord, je suis personnellement un maniaque de la propreté. J'ai horreur de la saleté, de la poussière et tout. Et il m'est arrivé dans le passé de rendre visite à un ami à moi. Et quand je suis arrivé chez lui, c'était une visite surprise. Et le désordre chez lui, c'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Donc, c'est là mon ami me faisait comprendre qu'il venait de remercier sa domestique. Et à cause du fait que cette domestique, avec elle, il y avait tout le temps des objets qui se perdaient dans la maison et elle se permettait aussi de maltraiter les enfants du couple en fait. Et il faut savoir aussi que le couple, le mari a son emploi, sa femme aussi a son emploi. Donc les deux n'arrivaient pas à jumeler entre le boulot, les enfants et en plus du ménage. Donc c'est à partir de ce fait que j'ai commencé à cogiter pourquoi ne pas créer une structure qui pourra aider ces gens de ménage face et pour remédier à ces gens de problèmes en fait. J'aime mon boulot, c'est pourquoi j'ai choisi cette option. Maintenant l'entrepreneuriat en fait, ça a été toujours mon rêve depuis le tout jeune âge. Je me rappelle quand j'étais étudiant à l'étranger et pour pouvoir joindre les deux bouts, il m'arrivait de faire le ménage dans des habitations. Je faisais les ménages, je faisais le plongeon, genre la vaisselle dans les restos et tout. Et tout ça me permettait de joindre les deux bouts. Donc c'est juste pour dire que je suis quelqu'un de polyvalent. Donc en plus de mon boulot, j'ai toujours l'envie de développer autre chose autour de moi pour rendre déjà mon entourage heureux. Et moi-même personnellement, je suis heureux en sachant que je contribue à quelque chose. Ça n'a jamais été facile d'entreprendre. Déjà, pour entreprendre, il faut avoir le courage. Parce que entreprendre, déjà, ça fait peur. Parce que quand vous avez l'idée d'entreprendre, vous pensez tellement à tout ce qui peut arriver. Déjà, dans l'entrepreneuriat, il y a d'abord le risque. Donc, vous pensez au risque, vous pensez à tout ce qui va autour. Et si vraiment vous n'êtes pas quelqu'un de motivé par ce que vous voulez faire, je pense que vous allez abandonner bien avant de commencer, vous allez abandonner. C'est vrai, il y a des échecs quand même qui vous mettent très bas, il y a des échecs quand même qui vous marquent. Mais je pense que la vie d'un entrepreneur, c'est que face à l'échec, il doit savoir se relever et surmonter cet échec pour aller de l'avant. Donc l'échec ne doit pas être un frein. Avec 0 francs, on peut se lancer en entrepreneuriat. Ça a été mon cas. Déjà au tout début, il n'y avait pas vraiment les fonds. Donc c'était du genre, je lance l'appel. Si quelqu'un me fait appel, je pars et je fais le ménage chez cette personne. Donc petit à petit, déjà, j'ai pu, avec le temps,
rassembler un peu l'équipement qu'il faut et le personnel, une équipe de quelques personnes. Et voilà, donc j'ai commencé avec 0 francs à travailler sur Allo Ménage et aujourd'hui quand même, nous sommes en train de faire notre bout de chemin. Déjà beaucoup de la détermination, de la motivation, parce qu'un entrepreneur, face aux coups durs, les échecs, il doit être motivé en fait. Il doit avoir de la motivation, de la détermination et surtout beaucoup de rigueur dans le travail. Parce que s'il n'y a pas ces éléments, ce sera vraiment difficile d'exceller dans son domaine. Donc il faut beaucoup de la détermination et de la rigueur. Bruno, Ariane nous a déniché une belle référence ce midi. Oui, une très belle référence, une référence de par le fait qu'il est d'abord un bon diplômé, donc c'est un érudit, il n'est pas, je dirais, un homme de rue, c'est pas un enfant de rue, c'est pas un cancre. Donc il a étudié un master en réseau informatique, donc c'est déjà un truc assez important. Maintenant, choisir pour se lancer dans un domaine comme voilà, l'entretien, on va dire ça comme ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que nous sommes encore malheureusement dans une société où il y a des métiers qui sont qualifiés encore de basse sous-métiers, classe, de basse oui. classe. Ou même limite, réservé aux femmes. Hein. Voilà, et à la limite marginalisés. Donc aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un que vous êtes agent d'entretien, voilà. Pour lui, ce n'est pas un métier. Voilà, pour lui, ce n'est pas un métier globalement. Donc, ceux qui savent, savent, mais je parle de façon générale. Voilà, on vous colle une étiquette de quelqu'un qui est peut-être pas diplômé, il n'est pas allé loin à l'école. Bon, voilà, il ne pouvait faire que ça. Mais voilà, quelqu'un qui a un master en réseau informatique et qui se lance dans le travail d'agent d'entretien. Aujourd'hui, il a sa structure et ça marche bien. Et surtout, il aime ce qu'il fait, c'est le plus important. Donc, ses diplômes sont derrière maintenant et tout ça. Donc, il est dans sa vie active, il est dans son gagne-pain, il est dans son sujet. Et il a dit, et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes aujourd'hui, lorsque vous voulez faire un métier, exceller dedans, il y a toujours un minimum de prédisposition à avoir, il y a toujours un minimum, un préalable. Et là, dans ce cas, c'est qu'il a dit qu'il a horreur de la saleté. Donc, quand vous avez horreur de la saleté, ah oui, donc vous pouvez être un bon agent d'entretien. Parce que si vous êtes quelqu'un qui est crotté à la base, qui est ami de la saleté, vous avez vraiment un amour indécrottable pour la saleté, le désordre, dans votre maison, oui, parce qu'il y a des gens, vous visitez leur maison, dans l'apparence dehors, ils sont tellement bien soignés, ils vous impressionnent, mais vous les visitez, vous êtes déçus de la désorganisation que vous allez retrouver dans leur maison. Donc, mais lui, il a dit qu'il est vraiment ennemi de la saleté. Donc, il combat les saletés partout où il est. Donc, il est dans son sujet, on peut dire ça comme ça. Et ça fait plaisir de voir ça. Surtout qu'une fois encore, vous l'avez évoqué, je vais finir là-dessus, c'est quand on parle d'agent d'entretien, ça a à faire en gros ménage, on va dire ça comme ça, au nettoyage, etc. Là encore, ce sont des travaux qui sont considérés malheureusement dans notre société comme des trucs pour femmes. Et je suis de ceux qui estiment qu'on devrait dépasser ces considérations. Il n'y a pas de travail pour femmes, il n'y a pas de travail pour hommes. Surtout lorsqu'on vient dans un ménage, on estime que telle chose, c'est pour une femme, telle chose. Oui, c'est vrai que de l'homme ou de la femme, il y a la masculinité ou la féminité qui te prédispose à mieux faire quelque chose. Mais dans le même temps, on peut faire le juste milieu. La femme peut faire certains travaux. Et l'homme aussi peut faire certains travaux. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Et là, il est en train de le prouver merveilleusement. Et je suis content en tant qu'homme de voir un homme comme lui qui, malgré ses diplômes, a accepté de prendre le risque de faire quelque chose qui est peu considéré dans notre société. C'est toujours un risque, mais ça montre qu'il est vraiment intègre et c'est ce qu'il fait, ce qu'il aime et c'est ce qui est important pour lui. Et il assume pleinement, voilà. Rebecca, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu laisserais un homme agent d'entretien prendre soin de ta maison? Tout à fait. C'est comme je laisserais avec plaisir un homme s'occuper de ma cuisine.
de faire la Ou avoir un cuisine, majordome. les chefs, Ou avoir un majordome. majordome. En tout cas, mon expérience m'a démontré que c'est pas pour abaisser les femmes. Hein. Il y en a qui se démarquent dans des domaines dits masculins. hommes, ouais. Voilà. Donc, je ne sais pas pour abaisser les femmes, mais il y a également de ces hommes qui, dans des domaines, se démarquent honnêtement, quoi. Quand vous prenez le domaine de la cuisine, il y en a même qui préfèrent carrément avoir un chef cuisinier homme plutôt que d'avoir un chef cuisinier femme. C'est pas que la femme ne sait pas bien faire, mais il faut dire qu'en fait, les hommes, quand ils embrassent les métiers qui sont généralement des métiers destinés aux femmes, ils s'y donnent et ils le font avec plaisir, ils le font avec passion. Cet homme qu'on a vu tout à l'heure, cette référence que grâce à Ariane on a vu tout à l'heure, moi je dirais tout simplement c'est la passion. Mais est-ce que ce n'est pas vice-versa? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est plus un défi? Parce qu'on nous dit que c'est un métier réservé aux hommes, un métier réservé aux femmes. C'est plus Et voilà, un je suis défi. une femme, j'y entre. Voilà, il faut que je prouve qu'il n'y a pas de métier réservé pour les hommes ni pour les femmes. C'est en même temps un défi, mais il ne faut pas relever un défi pour relever un défi, en fait. Il faut d'abord partir D'un amour pour la chose, d'une passion. C'est comme l'informatique, c'est comme la technologie. Il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce domaine. Mais il y en a quand même qui sont dedans. Elles sont défiées au quotidien, mais en même temps, vous allez comprendre quand elles vous racontent leur histoire qu'elles ont un amour pour la chose, même si au départ, elles n'ont pas aimé, elles n'ont pas voulu forcément entrer dans ce milieu. Au fil du temps, à force de côtoyer le milieu, elles ont commencé par aimer. Et donc, c'est cela, relever le défi, c'est bien, mais il faut relever tout en aimant ce que l'on fait. Elle vient de nous conter en bref l'histoire de Rebecca. Rebecca et le journalisme. Ouais, Rebecca et le, Je savais et le journalisme. je Et savais Rebecca que et Mylène allait. son amour pour tout ce qui est numérique. Donc, on a compris le message. Oui, c'était un défi, Mylène, parce que lorsque vous entrez dans un domaine où, a priori, les femmes sont beaucoup plus aguerries pour réussir dans ce domaine-là, parce que de par l'éducation, la petite fille, on lui demandait déjà de balayer, de nettoyer la chambre, de nettoyer les carreaux. Donc, elle a grandi dedans. Donc, quand elle devient dame et elle veut s'investir dans l'entretien des chambres, des bureaux, etc., voilà, elle a déjà un bagage, normalement. Oui. Donc, quand vous êtes homme et qu'on sait dans nos cultures, généralement, que l'homme, c'est l'homme dans l'éducation, bon, on ne lui permet Même pas... si on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Voilà, donc on ne lui permet pas souvent de faire le De ménage, tenir un etc. balai, On dit non, tenir toi tu es un la garçon, palette, tout ça. C'est vrai que ça disparaît, mais il y en a encore dans notre société. Donc, généralement, tu es moins prédisposé donc, à réussir dedans. Donc, déjà, c'est un défi et il a réussi parce qu'il aime ce qu'il fait, comme je l'ai dit. Il n'aime pas la saleté. Donc, si tu n'aimes pas la saleté, au-delà même quand tu étais plus jeune, tout le ménage qu'on faisait, vous connaissez certainement des gens qui n'aiment pas la saleté. C'est-à-dire que c'est des gens, ils ne sont jamais satisfaits. Vous leur faites la lessive, ils vont revenir, ils vont reprendre tout. Parce que pour eux, tout ce que vous avez fait, ce n'est pas propre. Vous nettoyez leur chambre, ils viendront, ils feront le nettoyage eux-mêmes. Donc, tout service que vous leur rendez allant dans un sens de combattre l'insalubrité, ils viennent toujours vous donner l'impression que, en fait, vous êtes même sale et que ce que vous avez fait, c'est rien. Vous lavez un bol pour eux, ils vont prendre le bol pour manger, ils vont regarder. Ils passent encore à la cuisine. Enfin, voilà, je ne sais pas, il va laver lui-même pour être sûr que, voilà, c'est... Enfin, ils n'ont confiance qu'en eux-mêmes et ils ne croient qu'en eux-mêmes, en fait. Ils ne sont jamais satisfaits. Et moi, c'est bien ce qu'il fait, mais en même temps, en tant que femme, si j'étais sa femme ou si j'étais sa petite amie, moi, ça va me poser un peu de problème parce que c'est des personnes du genre, tu vois, c'est ce que tu dis tout à l'heure. Oui. Tu fais... Il trouvera toujours qu'il y a quelque chose à refaire. Tu t'imagines, toi, tu prépares tout, tu laves tout, tu fais le ménage et ton mari rentre à la maison, il trouve que c'est pas bien. On le laisse faire. Ouais, donc, tu dresses le lit, il viendra dire que il va commencer par tirer de côté. Le drap n'est pas... Attends, qu'est-ce que tu as fait là? Donc, il va réajuster. Bon, franchement... Non, mais franchement, parfois, ça agace, quoi. Parfois, on en a marre. Mais donc, c'est bon parce qu'ici, il le fait en service aux autres. Donc, c'est des prestations. Donc, ses clients seront vraiment contents
à chaque passage, quand il va faire le travail, ils seront contents. Mais j'espère Et qu'une donc, fois à la maison, il ne va pas faire ça. Hein. Il va laisser madame jouer son rôle. souvent, c'est des habitudes difficiles à s'en À l'aise, débarrasser. vraiment, quoi. On l'encourage, il aime surtout ce qu'il fait. qu'il et fait, c'est le l'essentiel. plus important. Alors Rebecca, aujourd'hui, tu nous apprends à déverrouiller un portable Android sans code. Eh bien, Pas oui. uniquement quand on a oublié notre mot de passe. Hein. Je peux prendre juste après le téléphone de Bruno, essayer Ça, c'est- d'appliquer ton Rebecca, coup. En même temps, en même quoi. temps, elle apprend des choses, en même temps, on va y revenir parce que là, voilà, indirectement, elle nous apprend aussi des vices. Hein. Alors, comment déverrouiller un portable Android sans code? C'est avec Rebecca Kedjandé. Rebecca? Mylène, alors tu as commencé par le dire dans ton introduction, les mots de passe, les codes de verrouillage de nos téléphones portables ou même de nos ordinateurs, ben, on n'est pas obligé de garder cela en tête hein, pour toute la vie. On oublie très facilement, Bruno. Quand tu as ton portable, j'imagine combien de fois tu as déjà réinitialisé ton portable Plusieurs juste fois. parce que tu as oublié le mot de passe d'un compte. Ouais, plusieurs fois. Bon, Plusieurs fois. je ne dis pas que c'est le cas, mais pour les hommes qui ne sont pas souvent trop sûrs d'eux et qui ont beaucoup de choses à cacher à madame. Donc, vous comprenez déjà, le mot de passe, il est kilométrique parfois pour pouvoir vraiment Et après, multiplier on oublie. ses chances de ne jamais se faire voilà, dévoiler son mot de passe. Après, à un moment donné, on oublie où est-ce qu'on avait mis A Et ou on bien est est-ce qu'il y pris avait à son un. propre On est piège. pris à Et on son- ne veut à même son- pas à mettre son propre sa piège. date de naissance hein, Non, parce que non, c'est non, trop non, parce facile. que trop ça. facile. Si madame pense, c'est les premières choses auxquelles elle pense. Donc, Ou sa date d'anniversaire à elle. sa date d'anniversaire, son Ou son prénom, ton prénom. prénom. Donc, il y a des BABA qu'on tente d'abord. Et quand ça ne marche, donc, il faut toujours aller très, très, très loin. Quoi. Voilà, alors aujourd'hui, on va vous donner des astuces pour déverrouiller votre portable, pour accéder plus facilement à votre téléphone portable, quand bien même vous avez oublié le mot de passe, le code de verrouillage. On suit ensemble. Lorsque vous avez votre smartphone dans les mains et que vous mettez votre mot de passe, vous l'avez complètement oublié. La première chose à faire, ça va être d'éteindre votre appareil. Donc vous appuyez sur le bouton power de votre appareil et vous appuyez sur éteindre. Quand l'appareil est éteint, et bien maintenant, il va falloir utiliser la combinaison. Donc vous accédez au site qui est dans la description pour voir la combinaison en fonction de votre appareil. Mais normalement, sur les appareils Android, environ les nouveaux, pour tout ce qui est des nouveaux appareils, eh bien ça va être à peu près la même combinaison. C'est-à-dire qu'il va falloir appuyer sur le bouton power et le bouton volume plus en haut. Donc on va le faire, on appuie sur le bouton volume plus et on reste appuyé sur le bouton de l'allumage, donc le bouton power pour allumer votre appareil. Lorsque vous voyez le logo de votre marque, vous allez lâcher les deux boutons. Donc là, on le fait. Voilà, la marque est apparue, on lâche les deux boutons, donc le volume haut et le volume bas, on l'enlève et on attend que l'appareil s'allume en mode recovery. Lorsque vous avez cette page, c'est simple, il va falloir encore faire une commande avec les boutons de votre appareil. Donc vous allez rechercher le bouton power, donc de l'allumage de votre appareil, et le bouton volume plus, donc vers le haut. Et ici, vous allez appuyer sur le volume, sur le bouton pour allumer votre appareil dans un premier temps. Donc on appuie dessus et ensuite vous appuyez sur le bouton volume plus. Donc on appuie sur le bouton pour ouvrir l'appareil et sur le volume plus. Ici, on va avoir une page qui va venir s'afficher directement. Alors, quand vous avez cette page, c'est très simple. Il va falloir avec le volume moins descendre et vous allez trouver l'option Wipe Data Factory Reset. Quand vous avez trouvé cette option, donc vous descendez, vous coulissez avec les boutons, et bien vous allez appuyer directement sur le bouton d'allumage de votre appareil, donc quand vous avez Wipe Data Factory Reset. Donc j'y vais, j'appuie. Ici, on va avoir un message qui va nous dire est-ce que vous voulez vraiment supprimer toutes les données de votre appareil. Donc moi, par exemple, j'ai le Humidigi. Eh bien, je vais mettre Yes, donc c'est en anglais. Donc vous descendez encore une fois et là, vous appuyez sur le bouton tout simplement de l'allumage de votre appareil et vous appuyez sur Yes. Votre appareil va tout simplement restaurer toutes ces données et vous allez donc pouvoir y accéder sans le mot de passe que vous aviez au préalable ou le code tout simplement. Et donc c'est plutôt cool, mais là vous allez perdre bien sûr toutes vos données de votre appareil. Donc si vous n'avez pas fait de sauvegarde, malheureusement, eh bien vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Quand le reset de votre appareil est terminé, vous avez un petit message en bas où il y a écrit Data Write Complete et tout simplement vous allez faire Reboot System Now, donc pour redémarrer votre système. Donc vous appuyez sur le bouton, vous sélectionnez Reboot System Now, normalement il se fera direct et vous appuyez sur le bouton pour allumer votre appareil. Votre appareil va se redémarrer, vous n'aurez plus de données et vous allez pouvoir y accéder directement. On attend, donc là on a la page de chargement de la marque. Ensuite vous allez avoir accès au panneau de configuration de votre appareil, donc pour configurer votre smartphone à Android. Ici vous appuyez sur Start, vous reconfigurez votre smartphone comme quand vous l'aviez acheté et voilà, vous pouvez utiliser de nouveau votre appareil. Vous allez pouvoir utiliser de nouveau votre appareil, mais cette manipulation supprimera toutes vos données. C'est bien l'inconvénient dans cette manipulation. Mais bon, perdre ses données, retrouver son portable, réinstaller encore, je pense que le risque est permis. Hein. Maintenant, le plus important, la plupart du temps, c'est ce qu'on a dans le téléphone. C'est plus important. les données, c'est très important. Mais en même temps, il faut déjà au préalable enregistrer vos données, stocker vos données sur la toile. On en a parlé ici en début d'émission. Comment est-ce qu'il faut stocker ces données sur la toile pour ne pas les perdre. Donc, si c'est que vous aviez eu à stocker vos données quelque part sur la toile, évidemment, quand vous allez réinitialiser le portable, vous allez pouvoir récupérer vos données. Donc voilà, c'est vrai que le risque zéro n'existe pas. Accéder à son portable, entre avoir son portable et encore avoir les données, si c'est des personnes physiques, quand même, ces personnes sont là pour vous écrire encore de nouveau et vous allez avoir leur contact. Donc, il faut quand même essayer. Je pense qu'à ce niveau, je pense qu'il faut clarifier. En fait, c'est une disposition sécuritaire des concepteurs. Parce que, vous savez, les appareils, excusez l'expression, sont quelque part robots aussi. Donc, dans la conception, du point de vue sécuritaire, les concepteurs estiment que, généralement parlant, c'est pas évident qu'un être humain oublie. Enfin, généralement, ça peut arriver, mais dans des cas d'exception. Mais qu'on en arrive à vouloir réinitialiser un mot de passe et autres, ça rentre déjà dans un cas suspect. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment, on se demande véritablement, est-ce que c'est vraiment le propriétaire du portable? Donc, en fait, la disposition sécuritaire de faire partie toutes les données font partie du fait qu'on estime que dans la plupart des cas où vous en arrivez à vouloir réinitialiser le mot de passe, c'est que vous n'êtes pas le propriétaire du portable et donc il faut quand même si vous lui avez subtilisé son téléphone ou sa tablette, son appareil smartphone, et que vous l'avez, bon, en plus de ça, on ne peut pas vous permettre d'avoir accès à ces données. Donc, voilà pourquoi les dispositions sécuritaires veulent que lorsque vous réinitialisez, les données partent. C'est vrai que le cours que Rebecca nous a donné ce matin, autant ça va servir aux personnes de bonne volonté comme aux personnes de mauvaise foi. Ah oui, ça va servir aux personnes de mauvaise foi. J'explique parce que désormais, la tâche est facilitée à ceux-là qui vous volent le téléphone. Donc, s'ils ont bien suivi ça, maintenant, comment aller, quand ils tentent, c'est verrouillé, c'est un téléphone verrouillé, bon, ok. Ils savent comment procéder pour pouvoir le faire. Et ils ont maintenant un téléphone tout neuf, tout frais, et vide, à utiliser simplement. La prochaine fois, par contre, je vais vous amener à récupérer votre portable, à localiser votre appareil une fois perdu. Merci. Peu importe que ce soit réinitialisé ou pas, Rebecca peu importe vraiment, le lieu où se trouve le voleur, je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Rebecca est vraiment inspirée parce que c'est ce que j'allais proposer. Parce que le cours de ce matin, comme j'ai dit, ça va servir et aux bonnes personnes et aux personnes de mauvaise foi. Donc, mais après, s'il y a un cours donc, pour permettre à celui-là qui a perdu son téléphone et dont on a réinitialisé, on utilise déjà son téléphone parce qu'après avoir réinitialisé, vous allez forcément utiliser le téléphone parce que maintenant, vous l'avez, c'est ouvert, c'est à vous. Mais il y a que vous utilisez ça, il y a des codes dès la manufacturation du téléphone. Donc, vous restez prenable. Et la localisation, la géolocalisation, voilà, c'est une autre science qui permet de localiser les téléphones. Ça se passe beaucoup plus, même avec une marque dont je n'aimerais pas parler pour éviter la pub. Mais là-bas, c'est encore plus pointu avec cette marque-là. Dès qu'on vous vole votre téléphone et autres, même si on vous retrace, on vous retrace tout de suite, vous êtes localisé, on peut même vous envoyer la police. Donc, attention, malfaiteurs.
malfaiteurs. Bruno, Rebecca, je me demande si ce n'est pas trop poussé perdre ces données. Est-ce qu'il ne faut pas un moyen comme sur certains réseaux sociaux où quand tu oublies ton mot de passe, on te demande des renseignements vraiment personnels, de ces renseignements que tu as eu à fournir au début en créant ce compte? Tout à fait, sauf que ici on parle de l'appareil même. Là-bas, c'est déjà un réseau social, compte, donc du coup, c'est un compte. Tu as déjà accès à ton portable, donc on estime que quelque part dans ton portable, tu as eu à enregistrer ces informations et que tu peux les retrouver très facilement pour communiquer. Mais un téléphone portable, vous avez vos données dedans, vous avez tout à l'intérieur du téléphone portable, donc vous n'avez rien d'autre, vous n'avez pas, on suppose que vous n'avez pas stocké ces données quelque part. Non, donc bon. du coup, Rebecca, c'est bon, vous êtes vraiment dans Donc, votre... Franchement, Rebecca, le bon, il est qualitatif, franchement, et vous êtes vraiment dans le numérique. Non, mais c'est ça, en fait, c'est la raison pour laquelle lorsque vous avez un appareil, il faut avoir ce qu'on appelle une data bank qui vous permet de stocker toutes vos données au fur et à mesure. Vous avez parlé il y a quelque temps de Google Drive, par Exactement. exemple. Donc, même la réinitialisation d'un portable ne touche pas cette data bank. Ça peut faire disparaître le téléphone, que ce soit dans la carte mémoire, la mémoire du téléphone, mais il y a cette data bank virtuelle-là à laquelle vous avez accès à partir de n'importe quel appareil, autre appareil vous rachetez et vous pouvez toujours aller les chercher et les ramener dans la mémoire du téléphone. Rebecca, merci. Franchement, voilà, je suis... Cette technique n'est pas appropriée pour les dames qui veulent fouiller ou fouiner dans le téléphone de leur mari, hein, pas du tout. Non. Parce qu'elles risquent de en rien même temps, voir. c'est pas bien de fouiner dans le portable. Il faut même décourager. C'est pas bon. C'est pas bon. Non seulement c'est pas bon, ça ne vous servira pas parce que vous allez finir de réinitialiser, vous allez perdre les données pour lesquelles vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir. Et bon, monsieur saura à la fin que vous avez touché réinitialisé au téléphone portable. Mieux vaut ne pas toucher et faites confiance aux hommes. La confiance. Voilà. N'exclut pas le contrôle, Rebecca. Mais bon, ça n'exclut Tu pas l'as le toujours contrôle. dit. Dans ce cas, on revient là-dessus aussi. J'ai toujours dit ça, mais bon, il faut essayer, Il faut contrôler à distance. On n'a pas besoin forcément d'accéder vous n'allez pas nous apprendre à filer. Vous n'allez pas nous apprendre à filer un WhatsApp, c'est dangereux parce que de plus en plus ça se fait dans les couples maintenant où les gens filent les WhatsApp. Mesdames, est-ce que vous les WhatsApp sont clonés. Les WhatsApp sont clonés maintenant et puis vos conversations sont suivies Est-ce que vous au fur et à mesure. Mais c'est grave. Si les téléspectateurs veulent, ben moi... Ils ne veulent pas. Je suis le porte-parole. Je me fais porte-parole des téléspectateurs et des poser la question sur la page et on va voir. Faire le sondage. On va voir si les téléspectateurs veulent, moi, le sondage sera je suis fidèle aux téléspectateurs. Vous aurez des femmes qui vont dire oui, allez-y, les hommes qui vont dire non, on ne veut pas. Donc, mais il y a des hommes aussi qui vont dire oui. C'est ce que vous aurez. Oui, ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Le oui risque de l'emporter. Je te dis. Rebecca, merci. Tout le plaisir. On va poser cette question à Raymond. C'est sûr que bon, il se raconte. Il se raconte. Je pense pas. Il va te surprendre. En bon? Il a plein de surprises. En tout cas. On y va avec pêle-mêle. Hermone, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Hermone. Est-ce un gilet pare-balles ou... On peut essayer de lui tirer une balle pour voir si ça va entrer. On ne va pas faire de mort ce matin. Je risque de partir en lambeau si jamais vous tirez une balle. Alors, le téléphone portable, la méthode de Rebecca, tu la trouves adaptée? Déjà... Tes données, ce serait accepté? Bof, de toute façon, lorsque le téléphone il est soumis à un code, pas que le téléphone, il y a aussi l'ordinateur. Lorsque c'est soumis à un code et que vous en arrivez à un moment donné à oublier le code ou je sais pas, mais bon, une chose est sûre, vous n'arrivez plus à accéder à votre ordinateur ou à votre téléphone portable. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de réinitialiser ce téléphone. Même si vous allez voir un technicien en la matière, il vous fera pareil. Même si la méthode ne sera pas la même, la finalité sera la même parce que voilà, de toute façon, pour pouvoir retrouver l'usage de votre téléphone, il va falloir le réinitialiser forcément. Et puis, Bruno, on lui pose la question, cloner le WhatsApp. Ah oui, on attendait de prendre son avis là-dessus. Non, cloner le WhatsApp, c'est hors de question. C'est déjà trop parti pour toi. Ouais, c'est hors de question parce que lorsque vous êtes dans un couple,
il y a ce qu'on appelle la confiance mutuelle qui doit s'installer. Lorsque vous n'avez pas confiance en votre partenaire, parce que pour moi, ce sont des attitudes de personnes qui n'ont pas confiance en leur partenaire. C'est vrai que si vous avez confiance en une personne qui vous déçoit, ça risque d'être vraiment difficile. Voilà, ça risque d'être vraiment difficile. Après, j'ai pris l'habitude de donner un exemple. J'en ai parlé avec quelqu'un, je ne sais plus trop si c'est avec Bruno ou si c'est avec quelqu'un d'autre. Je lui ai donné un petit exemple. Je lui ai dit, mais écoute, si je suis ma femme ou ma compagne ou mon homme, il a son entreprise, il est peut-être dans les bâtiments et travaux publics. Et il a soumissionné pour un appel d'offres. Et parce que c'est la dernière journée, c'est-à-dire le deadline, il est peut-être pour demain. Il n'a pas fini de rassembler les pièces. Et pour pouvoir rassembler les pièces, il a fallu passer la nuit au boulot, il a fallu faire des démarches et tout. Et le lendemain, voilà, sa secrétaire lui envoie un texto. J'espère que tu es bien rentré, tu m'as vraiment défoncé hier. Voilà. Et, ok, tu m'as défoncé dans le sens de j'ai peut-être franchi les marches de l'escalier, j'ai peut-être fait des courses dans la journée. Sa femme qui tombe sur ce texto par exemple, comment voulez-vous lui expliquer que le mari a passé sa journée au boulot, qu'il a passé tout le temps à constituer les dossiers d'un appel d'offres et que c'est justement pour ça sa secrétaire lui dit mais tu m'as défoncé. Bruno? Ouais. C'est compliqué. Voilà pourquoi il faut ouais, éviter donc très rapidement, on peut rentrer dans des considérations qui n'en sont pas vraiment une en fait. Donc voilà, on peut commencer par être suspicieux alors que dans le fond du message envoyé ou du message reçu, c'est vraiment tout autre chose en fait. Donc pour éviter toutes ces situations qui risquent de donner un AVC, on va dire quoi, pas prémédité, mais bon, un AVC très tôt et très jeune. Très tôt et très jeune, il faut rester loin du téléphone de votre partenaire. Faites-lui confiance et après si il ou elle vous déçoit, vous saurez les dispositions à prendre. Alors, on passe aux informations. Tu nous dis que les députés français ont approuvé à l'unanimité un projet de loi restituant au Bénin et au Sénégal des biens culturels amenés en France à l'époque coloniale. Oui, alors le transfert porte, et l'information date d'il y a quelques semaines déjà, mais on a jugé utile de rapporter cela aux téléspectateurs. Le transfert au Bénin donc porte sur 26 pièces statues, siège royal, porte ouvragée notamment du trésor de Béhanzin provenant du pillage du palais d'Abomey. C'était en 1892. Elles sont aujourd'hui au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur restitution sans délai lors de son voyage à Ouaga au Burkina Faso. C'était en novembre 2017, mais le processus de transfert de propriété avait ensuite marqué le pas. Le Sénégal doit pour sa part récupérer un sabre et son fourreau attribués à El Hadj Omar Tall, grande figure militaire et religieuse ouest-africaine du 19e siècle et bien sûr confisqué par le général Archinard lors de la conquête coloniale de l'Afrique de l'Ouest par la France, détenu par le musée de l'armée à Paris. Ces objets avaient été symboliquement remis sous forme de prêt de 5 ans par la France au président Macky Sall lors de la visite à Dakar d'Édouard Philippe, alors Premier ministre. C'était en novembre 2019. Ils sont aujourd'hui exposés dans la capitale sénégalaise. Et le texte de loi, il faudra le rappeler, a été adopté par 49 voix pour et aucune contre à l'Assemblée française et doit maintenant être examiné par le Sénat. La restitution de ces butins de guerre, comme ils ont été appelés, s'inscrit donc dans le cadre d'une volonté renforcée de coopération entre le Bénin et le Sénégal, a déclaré le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester, qui est venu défendre le texte dans l'hémicycle en lieu et place de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, cas contact à son temps au Covid-19 et donc à l'isolement. Mais le ministre français a insisté sur le caractère ponctuel de ces restitutions qui dérogent au caractère inaliénable des collections françaises en réponse à certaines craintes qu'elle n'ouvre la voie à une multiplication des réclamations et à la perte d'un grand nombre d'œuvres détenues par les musées français. Le projet ne vaut que pour ces cas spécifiques et ne vient nullement déroger au principe général sur le caractère inaliénable des collections publiques françaises, a-t-il affirmé. C'est dire donc que ce projet de loi qui est porté, en fait, a été déjà approuvé par l'Assemblée et qui est en train d'être examiné par le Sénat, concerne uniquement le Bénin et le Sénégal et donc ne devrait ouvrir la voie à toute autre forme de contestation.
On en a parlé tout Oui, au début. on en a déjà parlé. Donc, on suit en fait l'évolution de la situation pour le compte des téléspectateurs parce que quand même, c'est important de faire revenir au bercail les œuvres d'art qui ont été pillées, qui ont été ramenées de l'autre côté, comme on l'appelait, de la métropole. C'était en période où on savait de colonisation. Bruno? Ouais, je pense que le dossier est en train de connaître petit à petit, je dirais, son issue totale. Et je crois que c'est très important parce que pour un peuple comme le Bénin, qui est très attaché à son histoire, qui est très attaché à tout ce qui a été, je dirais, vraiment la marque de son histoire. Donc, c'est peut-être important pour la France à un moment donné de devenir flexible, même si pendant longtemps, ce sujet est resté en débat sans jamais véritablement connaître une issue. Donc, c'est peut-être important que la France devienne flexible. Elle l'a été. Et je crois que c'est à saluer parce que parfois, c'est des sujets qui peuvent amener des discordes diplomatiques entre deux pays. Et ça tourne toujours mal. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la décision donc, de la France est la bienvenue. Donc, le Bénin est tout content d'avoir finalement gain de cause dans toute sa lutte, on va dire ça comme ça, pour la récupération. Et surtout, c'était bien pensé de tenter parce que pendant longtemps, à des moments donnés, des dirigeants ont peut-être estimé que ce n'était pas possible de réclamer et d'avoir gain de cause, tant la France, voilà, on sait ce que le musée du Quai Branly, Jacques Chirac, représente pour la France en termes de tourisme et tout. Et voilà, ces objets-là qui ont été, je dirais, pillés à des colonies dans l'histoire, permettait à beaucoup de touristes de ne plus devoir se déplacer vers les colonies pour voir certains objets de leur histoire, mais d'aller au musée Quai Branly directement et de les voir. Donc, c'est quelque chose que la France perd aussi. Ça aussi, on ne le dit pas. Oui. On va dire ça comme ça. En Même si ce matière de n'est pas tourisme. sa propriété, c'est quelque chose que la France perd quand même. Et donc, il faut saluer la France qui a été flexible d'accepter cela et saluer de l'autre côté ceux-là qui ont eu l'initiative à un moment donné et le courage de réclamer à la France les biens. Et dire que les musées français, en tout cas qui sont spécialisés dans les œuvres d'art qui relèvent de l'Afrique, sont plus huppés et contiennent plus d'œuvres d'art que les musées locaux ici chez nous. On parle du musée Quai Branly Jacques Chirac, qui est également le musée d'Appé qui, entre-temps, c'est vrai, avait fermé ses portes, mais voilà, c'est important parce que c'est des dizaines, des centaines même d'œuvres qui ont été rapportées de l'autre côté de la France lors de la colonisation. Même si 26 œuvres, on estime que bon, c'est vrai pour un premier jet, c'est bon, mais il va falloir encore faire les efforts nécessaires pour qu'on si on peut rapatrier la totalité, dans l'idéal, oui, sinon... C'est déjà un bon début. Sinon, le plus grand nombre ferait l'affaire. Et on va en Égypte. Absolument. Bruno, ceci va forcément t'intéresser. On va en Égypte, un Tchèque mélange pop et louange au prophète. Oui, assis sur un banc rustique, Mylène, Bruno, Cheikh Mahmoud Al-Touami entonne des chants sacrés en mêlant musique orientale et occidentale dans son école novatrice du Caire où ses élèves viennent apprendre l'art de l'inchad, la psalmodie islamique. Ce mouchid, c'est-à-dire un chanteur religieux, fait répéter des hommes et femmes réunis dans la vaste cour du palais mamelouk de Taz, dont les murs, les piliers et les portes épurées témoignent d'une riche histoire islamique. Mahmoud Al-Touami a grandi en Haute-Égypte avec son père Cheikh et Madame, chanteur populaire Yassine Al-Touami, l'un des artistes religieux les plus appréciés du pays, mais voulant transmettre plus largement le savoir et la passion de la psalmodie reçue en héritage. Il est monté dans la capitale où il a fondé l'école Nenchat, c'était en 2014, bien qu'attaché à la tradition de ses aïeux. Il n'hésite pas à innover avec ses élèves et dans ses projets artistiques personnels. Je vous propose de regarder ce que ça donne quand il s'y met, ce Cheikh.
بنات. Alors, vous l'avez compris, donc, Mylène Bruno, c'est une très belle façon d'évangéliser et surtout la langue classique considérée comme noble et utilisée dans le discours religieux en l'associant donc au rock, à la pop et à la house. L'artiste espère la faire parvenir à tous, notamment à la jeunesse locale pour allier le traditionnel au moderne. L'artiste a notamment introduit dans ses cours de récitation des mélodies peu orthodoxes comme le générique de la série à succès que vous avez entendu tout à l'heure et sans nul doute reconnu, Game of Thrones. Malgré un intérêt croissant en Égypte pour son Cheikh Touami relève un contraste flagrant avec son auditoire international. Le public occidental reçoit mieux l'Inchad que le public local. Ils ne comprennent peut-être pas les paroles, mais ils ressentent certainement l'émotion, conclut-il, comme vous d'ailleurs, vous avez ressenti l'émotion sur ce plateau. Oui, on retient plus vite, on se laisse plus vite emporter par un rythme qu'on aime. On a vu Jérusalem, c'était plus un mélange. Quand ça a circulé sur les réseaux sociaux, il a dit que voilà, c'est pour l'une des rares fois qu'un morceau religieux ait autant le buzz sur les réseaux sociaux. Voilà. Bruno? Je pense que ce Tchèque, il est vraiment spécial de déjà trouver la bonne formule comme ça, la bonne formule parce que vous avez vu le monde que ça a réuni, parce que voilà, sa formule pour pouvoir rendre des hommages ou des louanges au prophète est vraiment original. Après aussi, voilà, il est dans un pays où voilà, l'environnement s'y prête déjà. Donc, on ne jure que par Mahomet, on ne jure que par le prophète. Donc, on ne croit qu'en le Coran. Donc, voilà, dans un pays comme ça, je pense qu'il a trouvé la bonne manière d'évangéliser aussi. Et c'est très important quand on sait qu'il n'y a pas très longtemps encore en France, une caricature de ce même prophète-là, utilisée par un professeur d'histoire-géographie, lui a coûté ce que nous savons. Et que voilà, donc c'est pour vous dire ce que véritablement le prophète représente pour ce genre de peuple-là. Donc on ne s'amuse pas avec. Et donc pour lui, de trouver cette manière-là, de lui rendre des louanges, de lui faire des louanges, par la musique et par, voilà, ça, je sais pas, l'ambiance qu'il met avec les jeunes enfants, franchement, et ne soyez pas étonnés si dans les mois à venir, Herman nous revient avec d'autres informations sur ce même Un challenge lancé? Non, que c'est devenu une école en fait. Non, c'est lié à une école. Voilà. C'est lié à une école. Donc, c'est lié à une école. Vous pourrez voir des gens venir inscrire, payer même pour que les enfants suivent, etc. C'est lié à une école. Voilà. Donc, c'est vrai qu'actuellement, il y a que, vous savez, quand on mélange la musique, sinon, voilà, on mélange de l'innovation au sacré, c'est pas toujours très, très vite apprécié par les conservateurs. Donc, pour l'instant, il se heurte encore quelque peu à la résistance des conservateurs, ce qui fait que son art est plus perçu, sinon est plus reconnu à sa juste valeur à l'étranger que chez lui, même si déjà il y a quand même pas mal de monde qui s'y intéresse. Mais on a toujours eu deux blocs, on a toujours eu les conservateurs, ils sont des conservateurs plutôt et puis ils vont le rester. Absolument. On les accepte ainsi. Oui, non, mais il y a des conservateurs qui finissent par changer. Je pense que ça va prendre parce que au plan religieux, effectivement, ce que Herman dit, c'est vrai. Il y en a qui sont tellement attachés voilà, au principe de base. Ça ne doit pas évoluer, ça doit rester comme tel, ça ne doit jamais changer. Mais en même temps, moi, je me dis, il y a des réajustements qui sont des changements pas trop, c'est pas des bons assez grands. Donc, on peut faire des concessions. C'est comme la musique. C'est comme la musique à l'église. Donc, quand on fait de la louange à l'église, on danse. Donc, si vous faites de la chorégraphie à l'église, ça peut paraître bizarre aux gens, alors que tout le monde danse à l'église quand il y a de la louange. On a d'ailleurs vu des prêtres catholiques qui ont dansé sur ce challenge. Vous comprenez ce que je dis. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà. Et c'est pour moi, en tout cas, pour moi, ce que je retiens, c'est que c'est une belle façon d'évangéliser. Moi, je me rappelle, vous savez, j'ai toujours des anecdotes. Enfin, voilà. Et on va faire bref. Oui, on va faire bref. Moi, je me rappelle quand quand on allait à l'église, je militais dans un groupe. Et puis, à un moment donné, le prêtre
qui voilà, a compris qu'il fallait évangéliser le plus grand nombre, a créé un tournoi, le tournoi qui allait regrouper les groupes de la paroisse. Et donc, les jeunes gens, comme ils savaient que certainement c'était le moment de s'exposer, d'exposer son talent pour ne serait-ce que rafler certainement, Taper dans l'œil des sœurs de l'église. Des sœurs de l'église, malgré le fait qu'ils ne venaient pas à l'église et qu'ils ont appris qu'il y a ce tournoi qui allait commencer. Ils venaient qu'on commençait pas à pour venir ça. à l'église et ils se sont inscrits dans des groupes. Et dans la foulée, c'est vrai que le plus grand nombre s'est retiré après le tournoi, mais c'est que dans la foulée, il y en a qui sont restés, qui ont été conquis par l'église et qui sont aujourd'hui juste demeurés, pas forcément consacrés, mais qui sont restés quand même sur le chemin de la foi et qui ont rencontré... On salue au passage Louis Coudebois, notre cadre du jour. Alors, tu nous dis qu'il est né sans bras, mais il est devenu champion de billard. Oui, Mylène, Mohamed Ikram est devenu une petite légende dans le milieu du billard au Pakistan. Né sans bras, il est en mesure de l'emporter face à quiconque à Faisalabad, donc grande ville de l'Est du pays. La précision et la force de ses coups portés grâce à son menton impressionnent. Après des années de dur labeur passé à perfectionner son art. Né dans une famille pauvre, Mohamed Ikram, comme ses 8 autres frères et sœurs, n'a pas été scolarisé et s'est souvent senti isolé. Adolescent, il commence à fréquenter une salle de billard, puis pris par le jeu à s'y entraîner en secret, raconte-t-il. Inquiet qu'il ne se blesse, ses parents lui ont longtemps interdit le jeu avant d'accepter qu'il ne s'y remette l'an passé. Rapidement, des vidéos le montrant en action se sont multipliées, faisant de Mohamed Ikram une petite célébrité parmi les joueurs de billard pakistanais. Introduit en Asie du Sud au temps de l'Inde britannique, le billard tient une place importante, vous le savez, sur la scène sportive pakistanaise. Mohammad Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan, était un joueur convaincu. Mohamed Ikram est lui un vrai sportif, affirme donc Mohamed Nadim, le propriétaire de la salle de billard de Samundri où il s'entraîne. Vous le voyez, c'est impressionnant. Il n'a ni bras, il n'a aucun bras, mais avec ça quand même, malgré son handicap, il s'est forgé, on va dire quoi, il a forgé son histoire, il est devenu une petite légende quand même chez lui, certainement qu'il va... Il va inspirer d'autres personnes. On le voit ici sous nos cieux. Lorsque les gens ont un petit handicap, ils versent dans la fatalité et ça donne à la mendicité. D'autres ailleurs prennent leur handicap autrement et essaient de trouver des moyens de s'en sortir, comme ce jeune qu'on voit là sur ces images. Il n'a ni bras, aucun, vous le voyez, aucun. C'est pas qu'il a mis les bras dans la tenue, pas du tout. C'est parce qu'il n'en a pas. Et il joue avec son menton. Il joue avec son menton et sa tête aussi. C'est impressionnant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai essayé le billard, même avec mes membres complets. C'est pas toujours facile d'avoir l'adresse au billard parce que vous le faites avec juste un bâton et tout ça. Et il faut dire que dans les pays comme le Pakistan, quand on sait ce que le billard représente, en Asie même globalement, c'est un jeu qui est très prisé et à la limite une obsession pour d'autres. Je ne serais pas surpris si c'est un homme qui est aussi fortuné à côté de tout ce qu'on est en train de dire, parce que c'est des sommes mirobolantes qui sont misées en Asie pour jouer au billard parfois. Donc j'imagine que si des gens estiment que parce qu'il est sans membres, qu'il sera facile à battre et qu'il ne joue qu'avec son menton, alors là, il va se rafler des sommes énormes. Et je crois que la moralité de tout ceci, c'est pour dire, quelqu'un l'a chanté il n'y a pas très longtemps, c'est que être handicapé, ce n'est pas une fatalité. Et là, on vient de le voir encore. Ça me fait penser, rapidement, je vais finir sur ça, au pasteur Nick Vujicic. Voilà, j'ai souvent du mal à prononcer son nom, le pasteur australo-américain, qui est aussi sans membre, mais qui est devenu aujourd'hui un grand pasteur. Il prêche malgré son handicap. Et voilà, de telles personnes, ça inspire toujours parce qu'il n'y a rien de plus, je dirais, difficile que de naître ou de grandir sans membre. À ce moment-là, vous pouvez facilement croire que la vie s'est terminée pour vous. Mais trouver, je dirais, un second souffle dans la vie. Des ressources, rebondir. Mental surtout. Et vous retrouvez même pratiquement à mieux faire dans la vie que des gens qui ont leurs membres. Franchement. Hermone, toi, tu es un bon joueur. Bien, tu te retrouves. Tu connais les règles?
bon, pas outre mesure. Oui, je connais quelques règles élémentaires. Ça se joue avec se une joue- queue. Lui, oui, il avec le joue avec son menton. Est-ce Avec- qu'il ne brise pas un tant soit peu les règles de Non, ce mais jeu? après c'est que ceux avec qui il joue vont s'adapter à son handicap. De toute façon, vous n'allez pas me dire que celui qui joue avec son menton aura une adresse phénoménale que celui qui joue avec une queue qui a le temps de viser, qui a le temps de calculer, qui a le temps de faire tout ce qu'il veut. Mais vous savez, Mylène, ce que moi je voulais ajouter à la suite de Bruno, c'est que il a parlé d'un chanteur qui a dit le handicap n'est pas une fatalité. Et surtout, il y a un test de Grand Corps Malade que j'affectionne particulièrement, où il raconte comment il est devenu handicapé. Enfin, il a contracté un handicap. C'est quand il fait un plongeon dans une piscine. Vous permettez très rapidement de finir. Quand il fait un plongeon dans une piscine, après, c'est que sa tête heurte le fond et il devient tétraplégique. Et il a squatté en fait les hôpitaux. Et c'est d'ailleurs ça qu'il a raconté dans son film qu'il a fait avec Mehdi Idir. Et il raconte en fait dans le morceau que c'est lorsque vous êtes à l'hôpital et que vous voyez que vous êtes obligé de dépendre de quelqu'un d'autre que vous comprenez que la vie en fait est difficile. Et ce qui permet à ces personnes, les handicapés bien sûr, les personnes en situation de handicap, à ces personnes de vivre. Ce n'est ni la foi ou quoi que ce soit, c'est justement leur envie d'aller de l'avant, c'est ce qu'il appelle le sixième sens. Merci à toi. Je vous en prie. Bruno, merci. C'est moi. Merci à Rebecca, Kendian Ondé, merci à toute l'équipe technique et merci à vous pour l'attention. On se retrouve demain. Ciao, ciao.